Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordonnatrice principale pour PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin en Ontario. Entre autres, nous avons des cercles de prêts entre pairs et un emprunt jusqu'à 50 000 pour appuyer l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous sommes joints par Daniel Brunette de Coop Canada et il nous parlera de financement et d'occasions de développement économique. Daniel, je vous passe la parole. Merci beaucoup. On va prendre 30 secondes juste pour partager l'écran ici. Est-ce qu'on voit bien? Oui? Oui, ça va bien. Parfait, bien merci. Bon, ben, comme René a mentionné, je travaille avec Coopérative et Mutuelle Canada, qui est l'entité fêtière pour toutes les entreprises coopératives au pays. On a des entités sœurs qui travaillent à l'international spécifiquement. Mais moi, mon rôle est en tant que directeur d'Alliance et Initiatives stratégiques, qui implique beaucoup d'interactions avec des partenaires ou des entités, des gens qui veulent avoir soit un impact social ou qui veulent être impliqués dans l'économie sociale, l'entrepreneuriat, les affaires et ainsi de suite, qui ne sont pas nécessairement dans le monde coopératif. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intègre dans ce contexte-là. Et l'idée, c'était de parler du programme de préparation de l'investissement, qui est vraiment un programme financé par le fédéral. Je vais rentrer en plus de détails, mais ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est justement les définitions et acronymes. C'est quoi le programme de préparation à l'investissement? Pourquoi c'est important de comprendre la finance sociale? C'est quoi? Comment ça peut être utilisé? Et ainsi de suite. Et lorsque c'est temps de faire des demandes de financement, comment on se présente? Donc, bien que PARO a un rôle pour l'entrepreneuriat au féminin, c'est certain que dépendamment de la structure que cette entreprise va prendre, que ce soit plus traditionnel, que ce soit une entreprise sociale, les grands critères, les définitions peuvent s'aligner. Ou ça peut être juste quelque chose même où est-ce que vous êtes impliqué comme une bénévole et que vous voulez que votre organisme qui vous tient à cœur ait la chance d'accéder à d'autres financements. Donc, encore une fois, c'est l'aperçu plus large. Donc, si on regarde vraiment les définitions et acronymes qu'on va parler aujourd'hui, les OVS ou les organismes en vocation sociale sont des organismes qui ont un impact social, culturel, environnemental. C'est une catégorie que le gouvernement fédéral a créée, si on veut, dans l'interprétation de ces programmes pour que ce soit un bassin très large d'organismes plutôt que juste se définir spécifiquement par organisme caritatif qui a un numéro d'organisme de bienfaisance ou à but non lucratif, et ainsi de suite. C'était l'approche de la vision plus large de est-ce que l'entreprise a un impact social, est-ce qu'elle a un impact culturel, et ainsi de suite. Le PPI, c'est le programme de préparation à l'investissement. Ça s'intègre dans une stratégie beaucoup plus large, laquelle je vais parler tantôt, mais c'est un programme qui existe pour, en particulier, renforcer les capacités des organismes. Les partenaires, les bailleurs de fonds communautaires, c'est les entités que le gouvernement s'est allié avec pour justement distribuer presque 50 millions dans la communauté, soit par des subventions ou soit en finançant des projets directement avec des partenaires pour comprendre l'écosystème et ainsi de suite. Mais encore une fois, les bailleurs de fonds, on va les voir sous peu. Puis les fournisseurs de services spécialisés, c'est une façon très grande de dire, c'est habituellement des consultants. C'est des gens qui vont travailler avec l'entreprise pour aider avec le lancement, la croissance, l'analyse des besoins et ainsi de suite, pour qu'ils soient en meilleure position pour ensuite aller chercher du financement, que ce soit par le PPI ou que ce soit peut-être avec la caisse locale ou la banque ou d'autres investisseurs d'impact. Mais l'idée, c'est que les fournisseurs de services spécialisés vont aider avec l'encadrement des organismes pour que ce ne soit pas juste quelqu'un qui essaie de faire un plan d'affaires sur le coin de leur bureau. Et ensuite, innovation sociale, finance sociale, c'est la stratégie globale du gouvernement du Canada pour bâtir un écosystème de finances sociales beaucoup plus large et plus fort. Donc, le programme de préparation à l'investissement lui-même, comme j'ai mentionné, c'est financé par le gouvernement du Canada. Et l'objectif, c'est de renforcer les capacités pour que ces organismes-là puissent ensuite se tourner vers
d'autres bailleurs de fonds, des investisseurs d'impact, des institutions financières pour les permettre d'avoir du financement. La finance sociale au sens large, quand on parle de finance sociale, c'est absolument un investissement remboursable, mais qui a un impact social, environnemental ou culturel. Donc, quand on pense, c'est la différence entre, par exemple, une entreprise qui offre peut-être des services de soins à domicile qui est appartenue par une grosse entreprise à Toronto versus une coopérative qui pourrait s'installer, qui sont les employés qui font le service à domicile, qui gèrent leur propre entreprise et que les ristournes restent avec les employés, les conditions de travail sont meilleures et l'impact dans la communauté augmente par rapport à leurs services. Ça peut être aussi les entreprises, les énergies vertes, les éoliennes et ainsi de suite. Ça peut être juste les arts et culture aussi. Donc, les entreprises peuvent prendre plusieurs formes et la définition est très large. Or, comment est-ce que la finance sociale peut être utilisée? Ben, ça peut être pour acheter un actif. L'entreprise pourrait vouloir se doter d'un bâtiment dans lequel opérer, ou ça pourrait être plusieurs organismes qui viennent ensemble pour acheter un actif. C'est peut-être une question de dépenser maintenant pour gagner des revenus plus tard, donc une planification stratégique, une étude de faisabilité, une étude de marché. Ça pourrait être dépenser maintenant pour éviter des coûts plus tard, donc spécifiquement, comment on peut revoir nos opérations, faire un audit de nos opérations pour permettre d'être plus efficace dans la réalisation de ceux-ci. Donc, peut-être on investit maintenant dans un processus pour augmenter l'efficacité énergétique qui va se résoudre plus tard à long terme ayant de l'argent de plus dans nos poches pour nos propres opérations. Ensuite, ça peut être pour lancer une entreprise sociale. Donc, par exemple, si on regarde à Ottawa, il y a Crackers Catering, qui est une entreprise sociale qui a commencé comme un projet qui a évolué en fonction d'un centre communautaire qui fait de la formation. Et ils ont réalisé que non seulement il faut faire de la formation, mais ils pourraient faire un profit pour l'organisme de bienfaisance en lançant un service de traiteur. Et de là est venu Crackers Catering, il y a Gourmet Express, il y a quelques autres exemples à Ottawa ou dans la région qu'on peut utiliser. Et ça peut être aussi faire évoluer une entreprise sociale existante. Donc, une entreprise sociale qui existe. Le gouvernement de l'Ontario avait estimé qu'il y en avait presque 10 000 dans le passé. C'est un chiffre très large, mais les entreprises sociales, c'est souvent des gens de bon cœur, bonne idée, et qui veulent s'entourer d'experts pour vraiment passer au prochain niveau et avoir un impact plus gros dans ce qu'ils font. Donc, la finance sociale peut vraiment s'adresser à plusieurs besoins pour les entreprises sociales, pour les entrepreneurs sociaux qui veulent avoir un impact tout en ayant une entreprise à laquelle s'occuper. Donc, si on regarde le programme de préparation à l'investissement, ça reflète qu'est-ce qui est souvent le développement des entreprises, que ce soit des PME, que ce soit n'importe quelle nouvelle entreprise, n'importe quelle initiative entrepreneuriale. Souvent, les besoins sont les mêmes. C'est juste que pour le contexte du programme de préparation à l'investissement, c'est spécifique aux entreprises qui ont une vocation sociale au sein de leurs opérations. Donc, ça peut être juste le groupe responsable de l'entreprise veut vraiment comprendre la finance sociale. On veut accéder, on veut comprendre plus, on veut avoir du financement de la formation, comprendre la terminologie, on veut faire un remue-ménage stratégique pour se permettre de peaufiner notre idée. La deuxième catégorie, vraiment, c'est pour clarifier l'idée. Donc, vous avez un concept général, c'est pour clarifier les détails de haut niveau, c'est peut-être tester des hypothèses, évaluer les besoins en matière de préparation. Donc, c'est une chose de dire, nous aimerions passer au prochain niveau, nous aimerions faire X, Y, Z, mais il faut qu'il y ait un plan en place, il faut être capable de comprendre que, bien, on parle-tu qu'on a besoin de 10 000 $, on a besoin de 100 000 $ pour le projet. Et ça peut, le PPI peut aider à apporter les ressources qui vont faire cette analyse-là avec vous. Développer le dossier, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est très standard. Donc, c'est l'étude de faisabilité, l'étude de marché, est-ce qu'il va y avoir un besoin pour l'entreprise sociale que vous voulez lancer. C'est le plan d'affaires, la modélisation de qu'est-ce que l'entreprise va avoir de l'air,
conseil juridique, toutes les conditions, toutes les ententes, tout ce que vous avez besoin pour être solide et avoir les reins solides lorsque vous approchez un bailleur de fonds ou une institution financière pour du financement. Et ça peut être aussi une question d'améliorer des produits ou services que vous offrez déjà, mais faire cette approche stratégique-là et avoir un peu de soutien pour le faire en chemin. Et ensuite, c'est le côté vraiment pratico-pratique d'accéder à du capital. Ça peut être des gens qui cherchent des experts conseils, du savoir spécifique. Ça peut être comment est-ce que je peux rentrer en contact, donc une stratégie d'approche pour ces différents investisseurs-là, ou le côté négociation juridique qui tourne autour des ententes pour faire certain que toutes les parties prenantes sont bien au courant de les attentes des investissements et des montants, et ainsi de suite. Puis, grosso modo, comment que ça fonctionne, le programme de préparation à l'investissement? Ben, si vous voyez en haut à gauche de l'écran, le gouvernement du Canada a mis de l'argent, donc 50 millions, dans le programme de préparation à l'investissement. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Le premier cycle, il était il y a 2 ans. Le projet pilote, si on veut, c'était un très grand succès. Ensuite, donc, ils ont décidé de renouveler ce même financement-là. L'idée du programme de préparation à l'investissement, comme j'ai mentionné, ça le dit dans le nom, c'est de se préparer à accéder à la finance sociale. Donc, en dehors du PPI, et bien que c'est lié, mais pas obligatoire de passer d'un à l'autre, c'est que le programme de préparation à l'investissement prépare le terrain, prépare le pipeline de projet en bon français, et le fonds de finance sociale, qui est un fonds de 755 millions qui va débloquer dans les 10 prochaines années, va être là pour jumeler des sous, un fonds de contrepartie pour les investisseurs d'impact. Donc, la stratégie globale du gouvernement du Canada, d'Emploi et Développement social Canada, est de créer un écosystème. Pour ce faire, ils veulent que les investisseurs d'impact, les entreprises, les investisseurs institutionnels, les individus qui ont un désir d'appuyer des organisations à vocation sociale le fassent et avoir une carotte, si on veut, un jumelage contrepartie de leur propre financement. Ceci dit, afin de débloquer ce financement-là d'investisseurs d'impact, il doit avoir une panoplie de projets qui pourraient les intéresser parce qu'on peut avoir tout l'argent qu'on veut sur la table. Si les organismes ne sont pas prêts à demander ou leurs demandes ne sont pas très fortes, ils vont se retrouver dans une situation où est-ce que la grande stratégie d'investir ce 755 millions-là, l'argent va rester sur la table. Donc, pour revenir au point, EDSC finance le programme de préparation à l'investissement. Ça va à des bailleurs de fonds. Donc, ces bailleurs de fonds-là sont Fondation communautaire du Canada. Il y en a plus de 200 au travers le pays. L'Association nationale des centres d'amitié, c'est des centres d'amitié pour les communautés autochtones. Habituellement, leur mandat est spécifique aux communautés autochtones urbaines, mais dans le cas de ce programme ici, ils peuvent financer des projets un peu partout, incluant dans les communautés anciennement connues comme les réserves. La Fondation canadienne pour les femmes est une fondation très établie. Comme vous l'imaginez par leur nom, ils financent des projets dans les organismes à vocation sociale spécifiques, soit gérés ou qui desservent des femmes en particulier. La Fondation pour les communautés noires est un nouvel organisme qui a été établi il y a quelques années. Il travaille très proche avec la Fondation communautaire du Canada pour leur lancement, mais ça va être des cycles de financement séparés. Et eux, leur mandat, c'est de créer des opportunités pour des organismes à vocation sociale dans la communauté noire au Canada. Et ensuite, le chantier de l'économie sociale, comme dit la diapositive, c'est au Québec seulement. Donc, tous les autres bailleurs de fonds que j'ai mentionnés sont pan-canadiens. Le chantier de l'économie sociale, par son mandat, par son historique, vraiment est l'entité qui centralise tout le financement PPI au Québec. Chacun de ces bailleurs de fonds-là a leur propre cycle, ont leurs propres critères, ont leur propre processus d'analyse, si on veut. Mais c'est important de savoir que tous ceux-ci sont bien ouverts à répondre à toutes les questions. Donc, si vous pensez que votre projet, votre initiative ou une initiative que vous avez impliquée avec pourrait cadrer dans l'un de ces bailleurs de fonds-là, de leur programme, non seulement est-ce que toute l'information est disponible en ligne, mais nous et eux vous invitent fortement à communiquer avec pour valider votre idée avant même de déposer. Parce que vous ne voulez pas
gaspiller de votre temps à remplir une demande qui ne va même pas être regardée parce qu'elle ne cadre pas. Et de leur côté, eux, c'est la même chose. Ils veulent encourager les gens à déposer des très bonnes demandes solides. Donc, lorsque les organismes à vocation sociale font des demandes, ils vont être financés, on l'espère, par un de ces bailleurs de fonds-là. L'argent va à ces organismes à vocation sociale pour leur projet comme défini par le PPI plus tôt. Comme la diapo le disait, ça peut être des organismes à but non lucratif, ça peut être des organismes de bienfaisance, donc de charité ou ceux qui ont un numéro caritatif. Ça peut être des coopératives, que ce soit à but non lucratif ou à but lucratif. Et la définition du gouvernement pour but lucratif, c'est celles qui donnent des ristournes à leurs membres. Ça peut être aussi des organismes à but lucratif, mais qui ont une mission sociale. Et ça, on voit ça souvent. Par exemple, ça pourrait être un centre d'innovation, ça pourrait être un centre, ça pourrait être un projet pour des éoliennes dans la baie des Chaleurs, on ne sait pas. Ça dépend vraiment au cas par les projets. Donc, les organismes reçoivent du financement et ils peuvent ensuite aller chercher et offrir des contrats avec des fournisseurs de services spécialisés. Le gouvernement a une liste, mais ce n'est pas obligatoire de travailler avec eux. Si vous avez des notaires, si vous avez des conseillers en développement économique ou d'autres experts que vous voulez travailler avec votre organisme, vous êtes les bienvenus de le faire. Donc, ensuite, ces fournisseurs-là remplissent leur mandat. Donc, c'est de l'argent qui doit sortir à l'externe pour des experts, des consultants et ainsi de suite. Eux font le mandat donné et ça revient ensuite à l'organisme à vocation sociale qui a le projet et qui peut se tourner vers les investisseurs d'impact ou autres entités pour du financement. Donc, un rappel, grosso modo, le fédéral a mis de l'argent sur la table, près de 50 millions. Ça finance plusieurs différents projets au travers des bailleurs de fonds. Il y en a 5, un au Québec, les 4 autres desservent le Canada au complet. La Fondation communautaire du Canada s'occupe plus ou moins de la majorité des projets. Si c'est un projet spécifique aux Autochtones, c'est l'Association nationale des centres d'amitié. C'est pour les femmes, c'est la Fondation canadienne des femmes. Et pour les communautés noires, c'est la Fondation qui porte ce nom. Donc, vraiment, c'est les grandes lignes. C'est un processus quand même assez simple. En ce moment, le seul cycle qui est ouvert, c'est celui du chantier de l'économie sociale au Québec. Donc, on vous invite fortement à non seulement garder un œil sur le site principal du programme de préparation à l'investissement, mais aussi de garder un œil sur le site des Fondations communautaires du Canada, le site de la Fondation pour les communautés noires, la Fondation canadienne pour les femmes, parce qu'ils vont afficher leurs propres nouvelles, ils vont aussi afficher c'est quoi les résultats, quel projet a été financé, et ainsi de suite. 50 millions sonne comme beaucoup d'argent, mais il y a eu beaucoup de demandes. Dans le premier projet pilote, il y a eu 681 projets qui ont été financés, mais ça représentait juste à peu près 25 % de toutes les demandes. Donc, c'est important de, encore une fois, faire une bonne demande, préférablement pas sur le coin de votre bureau, mais vraiment avec un peu d'aide professionnelle, parce que c'est quand même très compétitif comme cycle. Quelques exemples de projets qui ont été financés, entre autres, il y a le River Select Fisheries Cooperative, qui est une coopérative qui a été financée en Colombie-Britannique. C'est une coopérative autochtone, bien qu'ils aient eu leur financement par les Fondations communautaires du Canada. Et eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est diversifier leur plan d'affaires. Donc, c'est la pêche responsable en rivière, mais ils voulaient élargir la clientèle, élargir aussi les produits offerts et travailler avec plus de communautés. Donc, c'est un exemple de projet qui avait été financé en Colombie-Britannique. Un autre, c'est plus ou moins un projet d'habitation pour les aînés à l'île du Prince-Édouard. Donc, eux ont 10 000 $ pour vraiment développer le plan et exploiter un foyer de centre communautaire de 40 unités. Ce n'est pas 10 000 $ qui va financer la bâtisse et tout, mais il y avait besoin d'un soutien pour vraiment développer et à faire avancer le plan, puis à comprendre les besoins dans la communauté. C'est un autre qui a été financé par Fondation communautaire du Canada. Coopérative Celsius, c'est une coopérative d'énergie renouvelable qui, eux,
plus ou moins s'installe et créer une infrastructure d'énergie renouvelable dans les rues de Montréal comme telle pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, vraiment, ça permet de vraiment avoir un impact environnemental comme le stipulait le programme. Et, tu sais, c'est un 95 000, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des peanuts en bon français, ça nous permet vraiment de comprendre que le gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans des projets plus importants. Nous, Contact Coopérative et Mutuelle Canada, c'est certain qu'on garde un œil particulier sur ceux qui ont été financés. Donc, il y a 59 coopératives qui ont du financement par le biais du programme de préparation à l'investissement dans le premier cycle. Là, les résultats commencent à sortir pour le cycle dans lequel nous sommes en ce moment, mais ça représentait plus de 3,46 millions de dollars en financement. Fait que c'est très intéressant de savoir ça. Si vous avez des questions par rapport au programme de préparation et l'investissement, c'est certain, on a notre propre site, nous, qui est à l'écran. Il faut aussi le trouver si vous allez juste sur canada.coop. Mais le site général du programme de préparation à l'investissement a une panoplie d'informations, de ressources et de liens qui peuvent vous intéresser aussi. Donc, c'est les grandes lignes du projet. Je sais que nous sommes en 38 minutes qui était l'objectif. Est-ce que, Marie-Pierre ou René, vous auriez des questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui? Premièrement, Daniel, je vous remercie pour l'excellente présentation et les informations. Marie-Pierre, avez-vous des questions? Écoutez, pas de mon côté, je suis désolée. J'ai quitté, je suis revenue. J'ai eu un petit problème d'informatique. Présentement, je suis sur mon cellulaire, d'ailleurs. Ça me semblait très clair. Est-ce qu'on va recevoir aussi par courriel la présentation, comme ça on va pouvoir s'y référer par la suite? Oui, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Si René donne sa permission, j'imagine, mais nous c'est quelque chose qu'on fait souvent. On peut toujours répondre à des questions. Une chose que j'aimerais mentionner qui pourrait être intéressante pour vous, c'est que le gouvernement fédéral vise beaucoup les groupes d'équité ici, les groupes d'équité et l'impact, mais en particulier pour l'appel aujourd'hui, aimerait voir plus de demandes venant des organismes francophones hors Québec et des organismes anglophones au Québec pour desservir les communautés qui sont dans des situations de langue officielle en milieu minoritaire. Donc, c'est spécifique aux organismes à vocation sociale, mais on connaît la communauté, souvent, c'est les mêmes gens qui sont impliqués avec plusieurs choses, que ce soit l'entrepreneuriat traditionnel, que ce soit plus l'entrepreneuriat social ou même les organismes de bienfaisance qui pensaient lancer une petite business sur le côté pour permettre peut-être à rentabiliser des sous, puis pas être aussi dépendant de programmes de subvention et ainsi de suite. Donc, l'entreprise sociale peut prendre plusieurs formes et le programme de préparation à l'investissement peut justement aider à comprendre la direction qu'on veut prendre et aussi comment aller chercher le financement qui s'y rattache. Moi, Daniel, j'aurais des questions pour préciser. Oui. Donc, disons que nous avons une entreprise à but lucratif. Oui. Et l'entreprise développe un produit éco, un produit organique, un produit vert. Mais ce n'est pas l'ensemble des produits offerts par l'entreprise. Est-ce qu'ils sont toujours admissibles pour leurs produits verts sous ce programme? Donc, c'est pas nous qui décident, mais selon ta définition, moi, je dirais oui, c'est fort probable que ça devrait cadrer. Dépendamment de c'est quoi le contexte, mais ça semble rencontrer la définition établie par le gouvernement qui étant un organisme à but lucratif qui a une vocation sociale. Dans ce cas ici, c'est juste on veut développer un produit vert. Est-ce que le bailleur de fonds va être convaincu et tout, ça dépend dans la présentation que ça va être fait. Mais si un organisme habituellement ne développe pas un produit éco-responsable simplement pour question de développement des affaires, habituellement, il y a une volonté plus grande là-dedans par rapport à développer des produits qui sont bons pour l'environnement, bons pour les gens et ainsi de suite, et qui minimisent l'impact des déchets et ainsi de suite. Donc, les chances sont que ça devrait cadrer, mais j'inviterais l'entreprise à communiquer avec le bailleur de fonds approprié par rapport à ça.
Merci. Chez Paro, nous faisons l'accompagnement d'entreprises féminines à travers la province. Et Oui. nous avons quand même une grande gamme de clientes dans plusieurs domaines et secteurs. Est-ce possible de faire une demande d'appui, de subvention à travers la Fondation communautaire et aussi faire une demande d'appui selon, vous avez dit, la Fondation des femmes? Oui. Donc, très bonne question. Donc, en théorie, oui. Et il y a des entités comme First Light dans le premier cycle, une entité de femmes autochtones à Terre-Neuve qui a vu du financement dans le premier cycle de Fondation communautaire du Canada, de la Fondation canadienne des femmes et du National Association of Friendship Centers ou les Centres nationaux d'amitié. Qu'est-ce qui est important à savoir, par contre, c'est qu'il faut que ça soit pour... Ça ne peut pas être pour la même partie du même projet. Okay. Donc, et si vous parlez aux trois ou aux deux dans votre cas, c'est aussi de comprendre et d'être transparent et de dire si vous avez du financement de un, si l'autre projet est très semblable, ben, gardez le bailleur de fonds au courant que ça vous quoi, on a eu du financement de telle chose, donc soit il faudrait ajuster la demande ou réorienter le tir par rapport à ça. OK. Merci. Et donc, vous aviez aussi mentionné que le fédéral vise vraiment à appuyer les groupes d'équité, entre autres les populations francophones hors Québec. Oui, c'est un des segments de. Ben, en tant que paro, vous le savez aussi, tous les groupes d'équité, si on veut, donc les communautés culturelles, les femmes, les francophones hors Québec, tout le monde qui devrait avoir une part égale de l'économie, mais qui, pour des raisons socioculturelles, historiques et ainsi de suite, ont été soit empêchés ou pas encouragés à prendre leur pleine place au sein de l'économie canadienne. Donc, c'est ça que Emploi et Développement social Canada essaie en particulier d'encourager. C'est beaucoup plus large que juste ce programme ici. On parle de la stratégie pour les femmes, la stratégie pour les communautés noires. Il y a beaucoup d'autres initiatives, mais ça en est une où est-ce que tous les liens sont tissés ensemble pour essayer d'appuyer les organismes et les gens qui sont au sein de leurs activités. Puisque c'est des fonds fédéraux, en Oui. général, est-ce que la majorité de l'argent pour l'année se fait distribuer avril-mai ou y a-t-il vraiment un cycle unique à chaque organisme pour la distribution de fonds? OK. Très, très bonne question. Donc, je vais la répondre en deux parties. Un, le fédéral donne l'argent aux leurs bailleurs de fonds, leurs partenaires financiers. Quand ils ont fait les transferts, je ne sais pas, mais oui, c'est fort probable que c'est en lien avec l'année du gouvernement, si on veut. La réalité, par contre, c'est que chaque bailleur de fonds a leur propre cycle, leurs propres annonces, leurs propres échéanciers, leur propre processus de demande. Il n'y a pas une plateforme commune pour tout le monde. Donc c'est pour ça l'importance de garder un œil sur les annonces et qu'est-ce qui se passe. Mais bien que oui, c'est de l'argent du fédéral, pour toute fin pratique, c'est les partenaires financiers, les bailleurs de fonds sur le terrain qui intègrent le processus au sein de leurs propres opérations. Donc, le gouvernement ne veut pas gérer toutes les demandes qui rentrent. Il délègue ce mandat-là aux bailleurs de fonds. Et il y a un échéancier global pour le programme de préparation et l'investissement par rapport à quand les rapports et les projets doivent être faits, mais on ne rentre pas dans les détails comme ça tout de suite. Là, on en aurait pour quelques heures. OK. Donc, j'ai plusieurs questions. Je vais me limiter à deux, si vous voulez. Premièrement, je veux juste confirmer, vous avez mentionné sur votre première fiche, il y avait le développement social économique Canada, donc le département fédéral, d'où viennent les fonds. Est-ce que le département offre aussi des services ou de l'appui pour monter les demandes de propositions, pour monter les... C'est une bonne question. Le département fédéral n'est pas impliqué directement sur le terrain, donc n'affecte pas. Et je dois dire aussi que les bailleurs de fonds encouragent veulent des bonnes demandes, mais le financement du PPI ne peut pas être utilisé pour payer pour que quelqu'un ait créé la proposition qui va ensuite être déposée. Donc, c'est vraiment un investissement de l'organisme.
avec des experts conseils et tout. Il y en a plusieurs qui travaillent avec des experts conseils qui veulent travailler avec pour le gros projet. Puis c'est comme ils se mettent d'accord ensemble que, écoute, on va travailler ensemble pour placer la demande, l'expert conseil aide avec le jargon et que c'est une entente entre les deux que si la proposition passe, ben, ils vont travailler avec cet expert-là, mais il n'y a pas de financement sur la table. Ce qu'on a fait, nous, en tant qu'organisme, par exemple, on a fait quelques ateliers parce que nous, on a un mandat de mobilisateur d'écosystème et vraiment d'encourager les coopératives et autres partenaires à promouvoir des demandes, avoir un engouement autour du PPI. Donc, nous, ça fait quelques ateliers en personne et virtuels qu'on fait sur la rédaction de propositions. Donc, c'est quoi les meilleures pratiques? Comment est-ce qu'on doit se positionner? Parce que souvent, les gens qui ne sont pas en gestion philanthropique comme telle ou même dans le monde entrepreneurial n'ont pas l'expertise, n'ont pas les conseils. Des fois, ils vont avoir les roues qui vont tourner dans la boue pendant longtemps quand juste avoir été à une présentation ou deux peut avoir la grosse différence. Entre autres, il y a toujours des gens qui sont surpris que les bailleurs de fonds sont accessibles. Vous pouvez les appeler, vous pouvez poser des questions par rapport à leurs critères. Ils ne vont pas vous confirmer oui ou non si vous allez avoir du financement là, sur l'appel parce qu'ils ne peuvent pas le promettre, mais ils peuvent vous dire, ben, tu sais, je ne comprends pas exactement ce que vous essayez de dire par rapport à ça. Donc, ils peuvent vous guider. Il y en a qui le font plus que d'autres, mais l'idée est vraiment là que ils sont là pour vous appuyer. C'est ça qui est ressorti de nos ateliers de rédaction de propositions aussi. Et en tout cas, ça, c'est une présentation qui est faite. Les diapos sont aussi disponibles et ainsi de suite. Donc, il va probablement en avoir d'autres aussi à venir, mais si vous êtes à Ottawa, il y a l'Association of Fundraising Professionals ou l'Association des professionnels en philanthropie Ottawa qui fait beaucoup de formations semblables. Si vous êtes à Toronto, ben, il y a le chapitre de Toronto qui a plus de 1000 professionnels. Donc, il y a plusieurs places pour aller chercher des ressources gratuites ou moins chères. Vous n'avez pas besoin de payer 10 000 pour avoir quelqu'un qui fait une rédaction de propositions pour ça. Les bailleurs de fonds réalisent que la majorité des demandes viennent ils viennent du monde communautaire et non de gens qui travaillent sur Bay Street ou Wall Street à journée longue. Là. Donc, c'est la réalité et le processus reflète ça. Et on vous encourage à communiquer avec les bailleurs de fonds si vous avez des questions directement, parce que nous on peut donner les grandes lignes, mais on ne peut pas rédiger la proposition pour vous non plus. OK, merci. Daniel, et ma dernière question, avez-vous un gabarit, y a-t-il un échéancier de quelconque pour l'évaluation, le rapport final qu'on soumet au bailleur de fonds? Est-ce que c'est vraiment unique au bailleur ou y a-t-il quelque chose plutôt global du fédéral qu'on doit remplir pour faire preuve qu'on a bien utilisé l'argent? Ayant survécu plusieurs rapports du fédéral, je dois dire non, le rapport est en fonction des bailleurs de fonds. Ils vont tous fournir ça ainsi que les guides de comment remplir, c'est quoi les questions. La très grande majorité des bailleurs de fonds posent, dans la demande et dans les rapports, posent des questions très semblables, dont qui êtes-vous, décrivez-vous, c'est quoi votre projet, pourquoi c'est important et ces choses-là. Et dans vos demandes, vous allez identifier des objectifs que vous allez accomplir et le rapport final se rapporte à avez-vous atteint les objectifs. Mais encore une fois, il y a des guides, il y a des outils, il y a des gens au sein des bailleurs de fonds qui peuvent aider avec l'accompagnement pour ça. Ils ne vont juste pas le rédiger pour vous, mais ils vont se faire un plaisir de répondre aux bonnes questions parce qu'eux ont besoin de cette information-là pour leur propre rapport au gouvernement sur leur impact global du financement. Super. Bon, Daniel Brunet de Coopérative et Mutuelle Canada, je vous remercie énormément pour ces informations. Elles sont très pertinentes et ils ont vraiment un impact très, très ciblé et très, je dirais, à propos selon l'économie dans l'état courant. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations. Je vous donne le dernier mot, puis après ça, je vais fermer l'enregistrement, mais on peut rester ensemble après pour jaser un peu. OK? Donc, Daniel, le dernier mot. Je vais juste vous remercier. C'est certain, nous, on
on est biaisé, on a une partie prenante pour tout ce qui est l'environnement et les entreprises coopératives et mutualistes, mais ça s'intègre dans la plus grande économie sociale et solidaire. Donc, si vous êtes impliqué comme entrepreneur et que vous lancez vos affaires, on vous souhaite des bons succès. Si vous voulez faire un reprenariat collectif et participer avec d'autres gens à reprendre une reprise d'une entreprise qui ferme parce que là où la propriétaire veut déménager dans le sud ou quelque chose comme ça, ben, c'est possible de faire une conversion en coopérative et là, ça se met quelques personnes qui se mettent ensemble pour reprendre ça. C'est toutes des choses qu'on peut peut-être donner conseil ou vous mettre en contact avec des développeurs spécifiques. Mais on vous invite vraiment à garder un œil sur le programme de préparation à l'investissement. On vous invite aussi à regarder ce que vous pourriez faire en fait de projets. Et si vous êtes impliqué dans la communauté avec des organismes, qui est souvent intéressant, mais pas possible pour les entrepreneurs qui se lancent au début d'affaires parce qu'on essaie de survivre avec notre entreprise. Si vous êtes connecté avec des organismes communautaires, invitez-les à regarder ce programme-là aussi parce que ça pourrait renforcer leur capacité et ensuite les aider à débloquer, à aller chercher de l'argent pour grandir et augmenter leur impact social. Donc, merci beaucoup et ça a été un plaisir.